Bonsoir à vous, bienvenue dans Paris Direct. Il est 22 heures à Paris à la une de l'actualité. Un drame migratoire sans précédent dans la Manche. Au moins 31 personnes ont perdu la vie dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais. C'est le bilan le plus meurtrier jamais enregistré ces 3 dernières années. On en parle avec notre invité, le président de France Fraternité, dès le début de ce journal. A tout de suite. Et face à ce drame, l'onde de choc se propage entre Paris et Londres. Le Premier ministre britannique a convoqué ce soir une réunion de crise. Il appelle la France à, je cite, en faire plus. Ensemble, côté français, Emmanuel Macron demande, lui, le renforcement immédiat de Frontex et une réunion européenne d'urgence. À la une également, l'Allemagne s'apprête à tourner une page de son histoire. 2 mois après les élections législatives, la coalition Feu Tricolore est en place. Elle regroupe les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux. Nous ferons le point sur leur programme dans cette édition. On commence ce journal par cette tragédie jamais vue dans la Manche. 31 personnes sont mortes dans le naufrage de leur embarcation au large de Calais. Il s'agit de loin, je vous le disais en titre, du drame le plus meurtrier depuis la multiplication de ces traversées en 2018. Les faits avec Hugues Huette et nos confrères de France 2. En toute fin d'après-midi dans le port de Calais, ces sauveteurs rentrent après plusieurs heures de recherche. Tout l'après-midi, 7 bateaux de la Marine nationale appuyés par des hélicoptères ont ratissé la zone du naufrage du navire de migrants. Les ambulances attendent sur le quai pour prendre en charge les quelques survivants et les victimes. Il est 14 heures, un pêcheur français donne l'alerte. Il aperçoit des corps flottant dans l'eau à mi-chemin entre les côtes françaises et anglaises. Le bateau était parti ce matin d'une plage près de Dunkerque. Un bateau qui peut contenir 50 personnes, mais probablement il devait être chargé encore plus, a quitté Lone Plage près de Dunkerque pour aller en Angleterre et a chaviré au large. Dans la mer du Nord en ce moment, on tient 15 minutes dans l'eau et après on meurt. Le bilan ce soir est très lourd. Pour les associations qui s'occupent au quotidien des migrants, le choc est terrible. J'ai appris il y a une bonne heure par notre président qui pleurait au téléphone. Et on est complètement... On le savait, on savait que ça allait arriver. Mais n'empêche que quand on sait que c'est vrai, que là, parmi eux, il y a sûrement des gens qu'on connaît, on est complètement effondrés. Et en même temps, on est en colère. C'est de loin le naufrage le plus meurtrier. Depuis le début de l'année, 3 migrants sont morts et 4 autres n'ont jamais été retrouvés. Et on apprend ce soir que les recherches sont désormais suspendues. Le ministre de l'Intérieur a fait le déplacement. Et Gérald Darmanin a notamment annoncé l'arrestation de 4 personnes pour leur implication présumée dans le naufrage. On l'écoute. Je veux ici dire que les premiers responsables de cette ignoble situation sont les passeurs, c'est-à-dire des criminels qui, pour quelques milliers d'euros, organisent des traites d'êtres humains d'Irak, d'Afghanistan, d'Afrique, d'Asie, et qui ensuite utilisent ces personnes, les font venir en Belgique, aux Pays-Bas, en France surtout, pour traverser la Manche et pour aller en Grande-Bretagne. C'est ces passeurs qu'il nous faut combattre. Plus de 1500 ont été interpellés, arrêtés depuis le 1er janvier, et 4 passeurs aujourd'hui dont nous soupçonnons qu'ils peuvent être directement en lien avec ce passage de cette embarcation de fortune ont été arrêtés, dont 2 sont aujourd'hui en décision de déferment devant le tribunal. On revient sur ce drame avec vous, Pierre-Henri. Bonsoir à vous. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Vous êtes président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile. D'abord, votre réaction face à ce drame, vous le redoutiez ? Oui, c'est une tragédie, mais c'est une tragédie annoncée. Nous savions tous que ce drame pouvait arriver. Évidemment que la Manche est dangereuse et que le passage est dangereux. Les 17 kilomètres qui séparent la France de l'Angleterre sont extrêmement dangereux. Et
cette fois, le drame ne se passe pas à des milliers de kilomètres de Paris. C'est pas au large de Zarzis, c'est pas au large de la Tunisie, de la Libye, c'est pas dans la mer Égée, au large de la Turquie. Non, c'est à 250 kilomètres de Paris. C'est à 50 kilomètres de Londres. Et cela doit nous interpeller. La politique qui est menée aujourd'hui par la Grande-Bretagne est une politique honteuse et une politique d'une grande hypocrisie. Pourquoi ? Parce que depuis le début de l'année, vous avez près de 30 000 passages, tentatives de passage. Et sur ces 30 000, il y a environ 15 000 personnes qui sont passées de nationalité érythréenne, somalienne, afghane, etc. Et vous savez quoi ? Eh bien, ces personnes ont déposé l'asile en Grande-Bretagne. Et pour plus de la moitié d'entre eux ont obtenu cet asile. Et donc, ce qui me fait dire qu'il faut changer de braquet, vous savez, le premier traité sur l'immigration entre la France et la Grande-Bretagne date de 1986, le traité de Canterbury. Et ensuite, il y a eu d'autres traités, et le traité du Touquet notamment. Et en réalité, la Grande-Bretagne a externalisé sa politique migratoire sur le sol français. Et je pense que la France ne peut pas continuer comme ça à être le sous-traitant de la Grande-Bretagne. Il faut avoir et inventer une alternative. Je ne dis pas que c'est facile. J'entends le discours du ministre de l'Intérieur et qui vise les passeurs, et il a raison. Oui, il y a des gens qui font trafic d'êtres humains, qui s'enrichissent sur la misère humaine et qu'il faut sévèrement réprimer. Mais une fois que l'on a dit cela, ça ne suffit pas. Parce que ce qui se passe à Calais, c'est à la fois un échec européen, c'est un échec britannique et c'est un échec français. Et donc, si on ne se met pas autour de la table pour trouver des solutions alternatives, on ne va pas s'en sortir. Et ça va recommencer. Alors, on peut avoir des larmes de crocodile, comme j'ai entendu Boris Johnson tout à l'heure dire « mais c'est un drame absolu ». Oui, enfin, c'est lui qui, il y a simplement un mois, disait « nous allons repousser les migrants en pleine mer ». Donc, au bout d'un moment, ça suffit. Il faut taper sur la table et puis trouver une solution. Justement, vous dites qu'il faut se réunir autour de la table. Il y a une réunion qui est prévue demain matin autour de Jean Castex et 8 ministres. Emmanuel Macron également a réclamé la tenue d'une réunion d'urgence. Des ministres européens qui sont concernés par le défi migratoire. Il appelle aussi au renforcement immédiat de l'agence Frontex. Ce sont des paroles en l'air. Qu'est-ce qu'il faut attendre de ces grands rendez-vous qui arrivent ? Ce n'est pas des paroles en l'air. Il n'y a pas une solution. S'il y avait une solution, ça se saurait. Mais il y en a une que l'on a esquissée dans les années 2016-2017. C'était l'ouverture de voies de migration légale vers la Grande-Bretagne. Ça avait été voté au Parlement britannique. Et les personnes qui sont en besoin d'asile, qui ont de la famille de l'autre côté de la Manche, qui sont mineurs isolés, pouvaient passer de l'autre côté en toute sécurité. Alors, bien sûr, c'était au compte-gouttes, mais malgré tout, ça marchait et ça sauve des vies. Puis, par ailleurs, évidemment, c'est un échec européen. Pourquoi c'est un échec européen ? Parce que arrive à Calais, c'est la porte de sortie de l'Union européenne. Et donc, vous avez tous les déboutés du droit d'asile, tous les rejetés du système d'asile européen qui arrivent à Calais et qui veulent passer en Grande-Bretagne. Mais pourquoi ils veulent passer en Grande-Bretagne ? Parce qu'ils parlent anglais, parce qu'il y a de fortes communautés de l'autre côté, et puis parce que vous avez une dérégulation du marché du travail qui est quand même extrêmement importante. Et donc, c'est un panel de solutions. Mais je crois que ce qui doit nous guider, c'est ce qui est au fondement même de la construction européenne, c'est la dignité. Ça ne sert à rien de dire « c'est une horreur » si on ne fait rien et si demain, ça recommence.
Mais avant de pointer justement les défaillances de l'Europe, de la Grande-Bretagne et de la France sur ce dossier, comment en est-on arrivé là? On sait que ces dernières semaines, le nombre de départs de bateaux qui transportaient des migrants a explosé. Il a même doublé en 3 mois, selon le préfet maritime de la Manche. Comment on explique ce phénomène extrêmement récent? Là, on parle de quelques semaines. Mais on parle, vous savez, franchement, les passages ont été très nombreux durant le mois de juillet, le mois d'août, etc. Là, c'est plus visible parce que, voilà, vous avez un drame. Ça ne date pas d'il y a 3 mois. Vous avez les personnes qui sont à Calais n'ont pas changé de profil. Ce sont surtout des jeunes hommes qui viennent d'Érythrée, de Somalie, je vous l'ai dit, d'Afghanistan, du Soudan, du Pakistan. Et souvent, ce sont des personnes qui ont été déboutées d'ailleurs. Et puis, il y a une frange de personnes qui arrivent en France et qui pourraient très bien demander l'asile en France et qui ne connaissent pas toujours leurs droits. Donc, il faut renforcer l'information et surtout inciter ces personnes. Et ça, je pense que c'est aussi le travail des associations qui sont sur place, mais aussi ailleurs. Inciter les migrants à accepter les solutions d'hébergement qui leur sont proposées. Vous savez, vous avez aujourd'hui à Calais une personne sur 2 qui refuse de rejoindre les places d'hébergement parce qu'ils les considèrent comme étant trop lointaines du littoral et parce que leur objet, c'est bien évidemment d'aller de l'autre côté. Je pense que, par exemple, le fait de refuser l'ouverture d'un SAS, d'une solution d'hébergement d'urgence à Calais, est une ignominie. Il faut maintenir ce SAS. Parce que, tout simplement, nous allons sauver des vies et que nous pouvons, par l'accompagnement, convaincre un certain nombre de personnes que cette route est véritablement dangereuse. Mais moi, ce que je veux surtout, c'est que je ne revienne pas aller dans un mois sur ce plateau pour commenter le énième naufrage. Ça, c'est pas possible, c'est pas acceptable, c'est pas la France, c'est pas l'Union européenne. On vous a bien entendu, Pierre-Henri, président de France Fraternité, ex-directeur général de France Terre d'Asile. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur France 24. Dans le reste de l'actualité, l'Allemagne ouvre une nouvelle page de son histoire, celle de l'après-Merkel, avec un gouvernement et une alliance inédite, composée des sociaux-démocrates, des Verts et des libéraux. Ils ont conclu ce mercredi un contrat de coalition qui va les guider donc pour les 4 prochaines années. Sortie du charbon, légalisation du cannabis, Europe souveraine. On fait le point justement sur les grandes lignes du gouvernement d'Olaf Scholz avec Antoine Mariotti. 2 mois de négociations résumés en 177 pages. C'est le plan de bataille détaillé sur lequel la nouvelle coalition au pouvoir s'est accordée. Un savant équilibre pour obtenir une majorité 8 semaines après les élections et tourner la page conservatrice de l'ère Merkel. Nous sommes unis par la croyance dans le progrès et que la politique peut réaliser quelque chose de bien. Nous sommes unis par la volonté de rendre le pays meilleur, de le faire avancer et de le garder uni. Nous ne sommes pas sur une politique du plus petit dénominateur commun, mais sur une politique à fort impact. L'accord obtenu débouche sur une coalition fédérale inédite. Pour la toute première fois, le parti de centre-gauche SPD, les libéraux-démocrates du FDP et les Verts gouverneront main dans la main. Lors de leur conférence de presse commune, les représentants de ces 3 partis n'ont pas caché leurs différences, mais assurent que le besoin de consensus a été plus fort, notamment sur la lutte contre le Covid, alors que l'Allemagne est submergée par une 4e vague ces dernières semaines. La fin de l'exploitation du charbon à l'horizon 2030, l'accent à mettre sur les énergies renouvelables ou encore des mesures strictes pour empêcher la dette publique de flamber sont les principaux points d'accord de ce programme. Comme dans toute coalition, la répartition des portefeuilles ministériels a été soigneusement pesée et négociée. Les Verts s'arrogent les affaires étrangères et un tout nouveau super-ministère du climat et de l'économie créé pour l'occasion. Les finances reviennent aux libéraux du FDP, alors que le SPD du futur chancelier Olaf Scholz rafle notamment l'intérieur, la défense, la santé et le travail.